Donc, c'est parti pour cette nouvelle rencontre de la tribu. Sur le groupe Telegram, j'avais initialement parlé de neurosciences et éducation. Et donc, j'ai précisé la thématique après, ça sera sciences de l'apprentissage. Donc, vous avez posé quelques questions, Claudia y répondra à la fin. Et il y a des questions plus techniques. Et c'est des très bonnes questions. Et on n'y répondra pas ce soir, mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo, je pense. Des questions très intéressantes qui mériteraient d'être développées et qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on va faire ce soir. Je te passe la main, c'est bon? Eh ben, bonsoir à tous, de nouveau. On vous avait donné, j'ai dit à Cyril, il y a ces deux thèmes qu'on pourrait parler d'un ou l'autre, et vous avez voté. Bah, l'idée, c'était de parler de la neuroscience d'apprentissage, et c'est exactement qu'est-ce qu'on va partager un peu aujourd'hui. La science d'apprentissage, dedans, il y en a tous ces côtés, la neuroscience, les sciences cognitives, et comment la science, elle va se fondre, des fois juste accompagner le processus et l'acte d'apprendre. Je vais vous partager ma carte et on va commencer. Je vous invite bien sûr à prendre des notes, mais ça vous savez déjà, hein, faites partie de ces tribus de neuroefficient, votre cerveau est au taquet. Si vous avez des questions, je vous invite aussi à prendre note et vraiment allumer le micro et me dire, comme ça on pourrait aussi échanger. Et bien sûr qu'aujourd'hui, de nouveau, mon but, c'est pas de vous faire un cours neurosciences sur la capacité cognitive du cerveau pour l'apprentissage, c'est vous donner des pistes d'exploration, c'est vous donner des ouvertures. Parce que je vous dis souvent, en 2 heures, en 1 heure, c'est pas... Voilà. C'est Cyril qui réduit avec les pictos. Un jour, peut-être, on arrivera à faire ça en 1 heure. Je vais vous partager ma carte. Et voilà. Et bien sûr, l'ordinateur ne veut pas faire tout de suite. C'est parfait. C'est magnifique. Parfait, parfait. X-Mind. Vous allez me dire si j'ai réussi à faire la bonne. C'est bon. Faites-moi savoir, juste, vous voyez la carte, c'est juste que je l'agrandis, c'est ça? Et pourquoi je n'arrive pas à l'agrandir? Ah, est-ce que c'est bon pour vous? Parce que je C'est m'en... très bien là, sur l'affichage. Parfait. Voilà. Bien. La science d'apprentissage. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous sur ce thème-là? En premier, vous parlez de la science. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, la science? Qu'est-ce qu'elle apporte aussi à ces thèmes d'apprentissage? Bien sûr, ça signifie aussi parler de l'acte d'apprendre. Dans la science, on va parler surtout sur cette évolution, sur qu'est-ce que c'est la pensée scientifique. Je trouve que c'est important aussi pour comprendre après où on peut la lier à l'apprentissage. Je pense aussi partager avec vous le processus d'apprentissage et quelques pistes aussi à explorer. Parce que, j'aurais dit, le but, c'est pas vous faire un cours théorique en 1 heure. Avec cet esprit pratique, je vais aussi vous parler de quelques méthodes et des stratégies reconnues par cette science d'apprentissage, par la science, et aussi des bonnes pratiques. Et j'espère que vous serez très contents parce que, de toute façon, comme dit Cyril, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. À la fin, je pense aussi répondre aux questions qui étaient posées dans le groupe Telegram. Et j'ai des sons qui sont partout. Cyril, tu gères ça? Parfait. Je vais juste tout décaler parce que voilà, là, c'est la technologie. Jusqu'à là, j'ai perdu personne. Ça vous intéresse toujours, vous voulez comprendre? Parfait, parfait. J'adore quand, même sans vous voir, je me dis déjà avec mon imagerie mentale que vous êtes très content de tout ce qu'on vous donne. Parfait. Parlons alors de la science en soi. Pourquoi je n'ai pas mis neurosciences d'apprentissage? Déjà, parce que le nom technique, je trouve que c'est important. Appelons les choses par le bon nom qu'ils ont. On a de nos jours, surtout dans tout ce qui est anglophonie, États-Unis, Angleterre, des sciences de l'apprentissage, dont à l'intérieur de ces sciences d'apprentissage, on a la psychologie, l'apprentissage,
on a la neuroscience, l'apprentissage, on a en fait toutes les sciences cognitives qui font des études, des recherches, des contributions pour l'apprentissage. En France, vous avez l'habitude d'entendre parler sur la neuroéducation. C'est un terme déjà aussi parlé en France. La neuroéducation, j'ai déjà entendu aussi quoi d'autre? Neuroéducation, neurosciences et éducation, neurosciences et apprentissage. Sachant que dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sciences, toutes les sciences liées aux sciences cognitives sont de plus en plus proches à l'acte d'apprendre. Pas que l'éducation comme l'éducation nationale, mais ils sont intéressés par le processus d'apprentissage, le processus d'acquisition de connaissances. Pour parler de science, je voulais vous parler de l'évolution aussi de la science et comment on arrive à qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous poser une question. Si on remonte à 1920, parce que 2000, c'est plus loin, à 1920, et on prend un médecin de 1920, et on le prend, un médecin, un chirurgien, voilà, et on le met aujourd'hui dans une salle de chirurgie. Selon vous, est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il allait se retrouver, est-ce qu'il pourrait faire exactement tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris en 1920? Ça, je veux vous entendre, par contre. Qu'est-ce que vous pensez? 1920, on prend un médecin, on dit maintenant, on vous met en 2023 dans l'hôpital et vous allez faire une chirurgie. Personne. Ben, disons que c'est un petit peu évolué techniquement quand même. Donc, la technologie autour lui poserait, je pense, certaines difficultés sans assistance. Et en perte d'humanité et de moralité, peut-être. Bah, disons que ce chapitre-là était différent, mais en tout cas, techniquement parlant, déjà. Techniquement parlant, déjà. Voilà. On n'a pas les mêmes outils. Si on prend un médecin de 1920 et on le met aujourd'hui, comme vous avez bien dit, il n'aura pas les mêmes outillages. La science de la médecine a évolué, la recherche a évolué, les technologies a évolué, et ça, on est tous d'accord. Voilà. Mais si on prend un enseignant, un professeur de 1920, et on le met devant une classe aujourd'hui. Il y a le même exercice qu'avec le médecin. Il est toujours capable de délivrer un cours. Le contenu sera très certainement différent, l'approche sera très certainement différente, mais en tout cas, si on reste dans du présentiel, en salle de cours. Techniquement. Le gap est moins important. Techniquement. Le public n'est pas le même aussi. Les apprenants ne sont pas les mêmes. Il y a 1920. Oui. Comme je n'ai pas été en 1920 que je me rappelle, je ne peux pas dire c'est exactement, mais j'imagine que… Oui. En tout cas, la posture semble la même au niveau de la façon d'apprendre, assis toute la journée, pas de mouvement, pas de technique particulière, en tout cas en termes de révolution neuronale, on pourrait dire. Ok. Claudia, tu demandais la posture de l'enseignant. Est-ce qu'il était capable de délivrer le cours en comparaison avec le chirurgien? Est-ce qu'il serait capable d'opérer ou tu parlais plus du contexte autour? J'ai parlé des deux sans spécifier. Et c'est très bien parce que quelques-uns, vous avez… C'est très bien. C'est la beauté, en fait. L'idée de vous faire réfléchir à ça, c'est aussi et surtout pour vous dire que nous, la science a évolué, la technologie a évolué. En fait, on fait confiance plus ou moins discutable pour quelques-uns, mais dans la science, vis-à-vis de la médecine, par exemple. On fait confiance. On se dit, tout a évolué depuis 1920. Dans l'éducation, ça a aussi évolué. La science d'éducation a aussi évolué depuis 1920. Mais on se dit, OK, un prof, un enseignant, il pourrait délivrer quand même. Matière, même si ça aurait changé. Mais vous ne trouvez pas que c'est un petit peu bizarre?
qu'on se dit, OK, la science a évolué, l'être humain a évolué quand même dans ces contextes, mais l'éducation, l'acte d'apprendre, c'est les mêmes. La transmission d'un cours, c'est les mêmes. 1920, on avait déjà des classes. J'étais assis. Ça a commencé aussi beaucoup, de façon qu'on connaît de l'école encore. Moi, je voulais vous faire réfléchir dans le fait surtout que de nos jours, avec toutes les connaissances qu'on a, à niveau de l'éducation, à niveau de l'apprentissage, qu'on n'a pas encore fait tous ces transferts dans l'éducation, dans l'enseignant, dans la transmission. Parce que la science, donner de la science, ils sont là. Je vais vous donner quelques-uns aujourd'hui, vous pourrez chercher, on a encore plus, comme j'ai dit, c'est une ouverture. Mais on accepte, on fait confiance, nos politiciens, nos gouvernements, même nos familles, nos sociétés, à la science pour la médecine, pour la technologie, et beaucoup moins pour l'éducation et pour l'apprentissage. Ça se doit aussi au fait que c'est une science pauvre. Or, c'était l'éducation. Autant que ça marchait, ils étaient là, on formait l'école en soi, c'était pour former aussi des bons professionnels dans un domaine, dans révolution industrielle, et dans le fait, on n'a pas changé grand-chose. Le professeur continue à être devant, s'il est plus à côté, les salles de classe plus grandes, plus petites, mais on a une chaise, un bureau, ou pas, mais en règle générale, plus ou moins comme ça. Et on a gardé les mêmes bases. Tu parles en mode de transmission? Je parle de mode de transmission et je parle aussi de tout le contexte. Les salles, les tables, les chaises. Et je parle au niveau global. Même s'il y a des écoles qui sont en train de faire des choses différentes, on parle au niveau global. Cette envie du système du haut vers le bas et du bas vers le haut. Il y en a un qui est national. Donc déjà, délivrer un cours, il y a une gouvernance derrière. Et donc, il y a des directives et conclusions également. Le savoir, c'est dangereux. Donc, à partir de là, je dis pas qu'il y a un contrôle de la population, mais je veux dire, on n'est pas dans la même perspective, on n'est pas dans la même chose. Il y a délivrer une connaissance, délivrer de la connaissance, et d'un autre côté, sur l'acte de chirurgie, c'est venir faire une intervention sur un corps humain pour pouvoir peut-être soigner ou autre. Et donc, on a deux aspects différents, 2 ans. L'acte de la connaissance, c'est un acte, selon moi et selon la science et les sciences cognitives, c'est un acte chirurgical dans un cerveau. Tout à fait. Les mots sont importants. Ça veut dire, bien sûr qu'on peut aller beaucoup plus profond dans cette réflexion. Mon idée de base, c'est juste vous faire réfléchir qu'on a des données, la science nous dit, c'est prouvé dans quelques recherches, c'est prouvé par la pratique aussi. Donc, on continue à avoir un modèle aussi, une structure, et souvent externe dans le matériel, dans le contexte, dans l'environnement, qui n'a pas forcément énormément changé. Et qu'il y a des domaines où la science, la technologie est rentrée beaucoup plus facilement. Et ça m'amène à vous expliquer un peu, parce que je disais, Cyril, pour moi, c'est important, comprendre un petit peu, vous ouvrir un petit peu sur le fait de qu'est-ce que c'est cette pensée scientifique? Qu'est-ce que c'est cette science? Parce que je vous parle de science et de neurosciences et tout. Je vous ai déjà expliqué la différence aussi entre la neuroscience, les sciences cognitives. Mais qu'est-ce que c'est une pensée scientifique? Une pensée scientifique vous permettra de comprendre aussi mieux pourquoi l'éducation, l'acte d'apprendre a été moins étudié, et heureusement maintenant de plus en plus, mais pendant beaucoup d'années. La pensée scientifique, c'est on apprend à faire des étapes et comme un protocole. Et cette pensée scientifique, c'est 5 étapes que moi je trouve qu'on pourrait les utiliser dans plein de situations dans notre vie. C'est qu'on parle d'une observation.
d'une star, d'une situation temporaire à résoudre, d'une problématique, d'une population, mais toujours de l'observation. On va formuler une hypothèse. Cette hypothèse, on va la tester. On va avoir un résultat de ce test. Et bien sûr, selon le résultat, on peut toujours reformuler et reprendre depuis le début. Et ça, c'est la pensée scientifique. Et si vous voyez ces 5 étapes, c'est la pensée des curieux aussi, en fait. Parce qu'on observe quelque chose, on formule une hypothèse, on réfléchit comment on pourrait faire. Il y a ceux qui vont tester, il y a ceux qui ne vont pas. On a un résultat, on va peut-être formuler et on revient à l'observation. Ces étapes, dans toutes les sciences, nous amènent à la recherche. Il y a énormément de recherches qu'on n'a pas de résultats, en tout cas tout de suite, qui prennent des années. Ça dépend des échantillons. Ça dépend de l'observation initiale qu'au milieu du chemin, des fois, on doit les changer. Et aussi, beaucoup de recherches n'arrivent pas au public tout de suite. Il y a des recherches à niveau plus, plus santé, plus médical, plus neurosciences aussi, qui, le public général a accès 10 ans après, 5 ans après. Et ce n'est pas juste qu'une question qu'elles ne sont pas accessibles. Il y a quelques articles de recherche publiés qui, oui, c'est un accès restreint pour des étudiants, des professionnels du domaine, mais on a aussi des revues scientifiques que n'importe qui, s'il intéresse, peut aller regarder. Après, il y a des gens qui s'amusent à lire des recherches scientifiques au soleil le matin. Je suis coupable. Il y a ceux qui vont faire des autres choses. C'est très bien. Qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que cette pensée scientifique, elle n'est pas différente, comme je disais, de nous tous qu'on pourra faire dans notre vie de tous les jours. Ça nous fait du sens. Cette pensée scientifique, tout ce qu'elle va nous amener, c'est à des recherches concrètes, ça peut être des articles écrits, ça peut être au pas, des résultats très concrets et des fois pas du tout. Juste que vous maintenez l'esprit ouvert parce que vous allez lire des choses, vous allez lire des articles, lire des revues, lire des résumés, gardez votre esprit critique, gardez vos 5 étapes aussi, lisez, testez si ça vous va, reformulez si nécessaire, maintenez cet esprit scientifique en fait en vous. C'est un esprit critique aussi, c'est un esprit d'aller tester, reformuler et qui vous amènera aussi à plein de connaissances. Je voulais parler de cette pensée scientifique parce que c'est cette pensée scientifique qui a amené à qu'est-ce qu'on appelle la science d'apprentissage. Elle nous a donné des articles scientifiques. Vous avez compris, les articles scientifiques, c'est des recherches qui passent par ces 5 étapes. Des recherches que des fois nous disent, une semaine, c'est dit, OK, on comprend la base du cerveau. Il y a des règles de fonctionnement du cerveau de base. Et après, oui, il y a des spécificités. Mais on teste des choses et on sort un article en disant, dans cet échantillon de personnes, on a ces résultats. Bien sûr qu'on n'a pas fait des recherches dans toute la population de la Terre, de planète. On n'est pas encore là, même si maintenant, il y a plus de liens entre les chercheurs. C'est très bien aussi. On a même ça s'appelle Brain Human Project. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à aller regarder. C'est dans l'Europe. C'est des chercheurs qui, dans la neurosciences, sciences cognitives, intelligence artificielle et autres, qui récoltent plein d'autres recherches, qui travaillent avec des Américains, les Indiens, dans différents projets. Il y a Blue Brain aussi, que c'est des chercheurs qui sont mis ensemble pour faire plus que le map de tout le cerveau, tout le territoire, mais aussi toutes ces connexions. Je ferme une parenthèse, allez chercher, c'est sur Internet, c'est européen, on a accès à plein de choses. Ils sont déjà là. Ces articles scientifiques qui deviennent cette recherche, après, dans la science d'apprentissage, on a, comme vous voyez ici dans le mind mapping,
la pratique qu'on peut mettre en pratique déjà comme enseignant, comme étudiant. Il y en a aussi les applications, que ça soit utilisé par l'intelligence artificielle, comme Anki, que vous connaissez si bien, je suis sûre déjà pour les révisions passées, mais aussi des applications dans les stratégies, les méthodes d'apprentissage. Autant pour enseigner, pour transmettre, qu'on pourra apprendre. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Parce que des fois, moi, je me rappelle de 20 000 choses à vous raconter, plein de projets qui se passent. Jusqu'à là, vous avez compris la pensée scientifique, 5 étapes, comment on arrive à toutes ces recherches et ces articles scientifiques qui sont écrits en plusieurs revues, qui sortent un petit peu partout dans le monde, qui nous donnent après des applications pratiques, autant pour transmettre que pour apprendre. OK. La science, l'apprentissage, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi sur comment on étudie? Elle nous dit surtout qu'habituellement, nous tous, et j'aimerais que vous me fassiez signe parce que j'ai une question pour vous, est-ce que vous avez appris, ou quelqu'un vous a appris dans l'école à apprendre, à étudier? Apprendre, non, à étudier. Comment on doit étudier? Comment votre cerveau fonctionne? Non plus. Ouais. Comment vous êtes normalement et d'habitude, en grandissant, comment vous étudiez? Comment vous faites le devoir, en fait? Comment vous avez fait? Le mimétisme, OK. comment on fait nos parents. Donc, c'est-à-dire, ça vient du système de l'éducation dans lequel on est. Mhm. Il est après, voilà. Donc, ça peut être du mode de répétition, ça peut être. Il y a plein, enfin, ça dépend, voilà. Ça dépend de. C'est les parents les premiers, quelque part. OK. Si on part du principe que les enfants, au départ, ont plutôt sont dans le mode de découverte et donc d'observation et de projeter leur-même les hypothèses, et puis après, ils se challenge ou ils challenge les parents avec. C'est-à-dire que progressivement, c'est comme ça qu'ils se construisent. Et ben, quand on est à l'école et qu'on doit réapprendre quelque chose, ben, on réapplique quelque part un petit peu ce type de modèle. Nos Quand on neurones, va. nos neurones miroirs. Nos neurones miroirs ont cette magnifique capacité de mime, comme tu as dit si bien. Et habituellement, on étudie par l'expérience, en fait, soit de nos parents, de nos collègues, les expériences de nos pères, nos expériences personnelles, mais c'est très, très rarement par des stratégies, très rarement quelqu'un qui nous dit, écoute, on a testé ça, ça marche. Tester pour voir si c'est neuroergonomique pour ton cerveau. Ça respecte ton cerveau. Ça respecte ton besoin. On rejoint les 20-30 les 20-30% et 70% du mode d'apprentissage en entreprise. 70% délivré par le PR, c'est-à-dire par la pratique. Les 20% qu'on retient, c'est parce qu'on l'a lu et puis on ne sait pas trop quoi en faire. Et les autres 30%, bon, ça rejoint un petit peu cette approche-là, c'est-à-dire que c'est la pratique qui fait qu'on apprend son métier, au final. Son métier applicatif. Hein. Moi, ça faisait, merci beaucoup, parce que ça faisait un moment qu'on ne faisait pas ça. Et moi, je viens de me rappeler comment c'est toujours tellement intéressant, parce que ça amène à plein des autres possibilités, ces discussions. Oui, je n'arrive pas à lire tout ce que vous écrivez, mais je lirai après attentivement sur tout ça. C'était en train de penser à qu'est-ce que Christ était en train de dire, et ça me rappelle que, de nouveau, il y a ces expériences. On a tous un esprit scientifique, tous un esprit, quand on est en grandissant aussi, qu'on observe, qu'on teste, qu'on regarde, qu'on mime, tous ces apprentissages qui se font. Et c'est qu'est-ce qu'on fait avec en grandissant aussi, ou qu'est-ce que l'environnement nous fait faire avec. Moi, je voulais vous parler d'apprentissage. Je ne vais pas parler du processus d'apprentissage, je ne vais pas vous expliquer tout, comment le cerveau apprend, comment ça marche, parce que
On a 2 masterclass que je fais sur ce thème-là et ça prendrait énormément de temps maintenant. Mais je vais vous expliquer pour moi qu'est-ce qui est la base. Parce que l'apprentissage, c'est un processus continu tout au long de notre vie. L'acte d'apprendre est un acte en continu. Il y a une expression d'un de mes enseignants qui disait « Apprendre vient dans notre ADN et dans nos réseaux neuronaux ». Je trouvais toujours très intéressant qu'il disait ça parce que nos cerveaux, ils fonctionnent aussi par cet apprentissage. On a appris par nos neurones miroirs à manger, à marcher. Tous ces actes sont des actes d'apprentissage. Et là, c'est pour ça que j'ai dit science d'apprentissage et pas science que de l'éducation. C'est pas qu'à niveau académique. L'apprentissage est bien plus large. Il est bien plus vaste dans notre vie. Et si on continue, elle est, je vous aurai tout de suite parce que elle est influencée par des facteurs internes et externes. Les facteurs internes, la biologie, la chimie, notre génétique, nos neurotransmetteurs, qui on est aussi dans nos cellules, sont nés sans pathologie cognitive, avec pathologie cognitive, si on a des problèmes aussi de vue, si on a moins. Tout ça, c'est un facteur. Mais aussi tous les facteurs externes. Ça veut dire l'environnement, nos parents, où on est né, la stimulation qu'on a eue depuis petit. C'est des facteurs qui sont souvent à l'extérieur. Notre table, notre chaise, la lumière qu'on a eue dans la salle quand on était petit pour apprendre, la qualité de notre sommeil, l'apprentissage, l'acte d'apprendre, c'est tout au long de notre vie. Notre cerveau est fait pour apprendre. On a dans notre cerveau 2 grands filtres que je vous dis souvent pour l'apprentissage, c'est l'attention et l'émotion. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'attention à la fin. Je parlerai sur ces 2 cousines, mais distantes. C'est comme si on a une énorme passoire dans notre cerveau. Et en fait, c'est l'analogie. La passoire, elle est là. On capte l'information, la vie par nos sens. Pas nos 5 sens, mais nos 8 sens, heureusement. Et j'espère qu'un jour, ça continue parce qu'on a plus de sens que les 5 reconnus. C'est pas reconnu. Les 8 sont reconnus. Les 5 sont le plus connus à niveau quotidien. On reçoit par nos sens, nos 8 sens. Et qu'est-ce que notre cerveau il fait? C'est qu'il passe dans cette passoire. Il a besoin d'être attentif, cette fonction cognitive, pour pouvoir capter cette information qu'il vient de recevoir et que notre cerveau, par l'émotion aussi, qu'on mettra, quand on est en train de capter cette information, il va dire « Ah, ça, ok, je peux le garder là, ça, je vais mettre là-bas », même s'il n'a pas encore fait toutes les connexions nécessaires. Parce que le cerveau a besoin de temps pour consolider les apprentissages. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il a besoin aussi? Je donnerai le 8 sens. Ça, c'est quand je l'ai dit, je me dis quelqu'un va me demander, sûrement. Le cerveau, il prend les nouvelles apprentissages, il va les regarder, les connecter avec les anciennes, et il va aussi se dire, ah, ok, ça c'est important. Ça, c'est passé dans ma passoire, mon filtre de l'attention, mon filtre de l'émotion, je peux le garder, c'est important, je vais l'utiliser. Processus d'apprentissage cognitif. Tout ce qu'on apprend, et on apprend tout au long de notre vie, on crée des nouvelles connexions. On oublie quelques autres parce que heureusement que notre cerveau a cette fantastique possibilité d'oublier. Ça, c'est une fonction aussi, c'est avec nous, on a besoin. Et c'est vraiment un processus que chacun de nous, autant qu'on est vivant, on a des connexions qui se font liées aux apprentissages, aux désapprentissages, liées à nos mémoires. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un thème très vaste, parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage, une énorme partie. Sans mémoire, il n'y a pas d'apprentissage, et sans apprentissage, il n'y a pas de mémoire.
C'est un petit peu les basiques de la science de l'apprentissage. C'est nos mémoires, que notre cerveau les garde, qui nous permet d'aller prendre, piocher, regarder l'information et la répéter. Mais si on n'apprend pas quelque chose de nouveau, notre mémoire ne passe pas l'information non plus par les deux filtres cognitifs, on n'aura pas quelque chose à les reprendre. C'est vraiment, les deux sont connectés tout au long de notre vie. C'est pour ça que plus tard, je vous donne un exemple, dans les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, les gens oublient les gestes, désapprendre les gestes de boire, par exemple. Parce que leur mémoire de cet apprentissage disparaît. Par des autres raisons, beaucoup plus complexes que ça. Là, je suis en train de faire très court. Mais pour expliquer combien un geste qui était appris, qu'on répète tous les jours, sans mémoire, on ne va pas garder cet apprentissage. Dans l'apprentissage, j'ai choisi de vous parler sur ces 3 points pour moi importants liés à la science d'apprentissage qu'on sait aujourd'hui. C'est l'illusion de la compétence, les styles d'apprentissage et les fausses croyances. Si vous voulez savoir les 8 sens, écrivez déjà dans votre feuille les 5 que vous savez. On a tous les systèmes vestibulaires, notre oreille, qui nous permet d'avoir l'équilibre, qui nous permet aussi de savoir, on est là, 6, vous voyez, 6e sens déjà. 7e, on a le système qui régule la température interne et externe de nos organes. Et on a besoin de cela pour vivre bien. Et selon vous, quel serait le 8e? Les ressentis internes? Ça, c'est la température qu'il nous donne. Il nous dit exactement où c'est notre organe. On sent l'organe, la température de l'organe, et on sent qu'il est là. Kinesthésique, c'est notre capacité de toucher, de faire des choses. Les vibrations en interne, c'est la chaleur. Quand on reçoit des petites vibrations ou qu'on reçoit qui est peut-être dans le domaine des émotions ou pas forcément, mais en tout cas, on pourra avoir des ressentis intérieurs qui n'est pas forcément chaleur. On a des neurones même dans nos organes. Alors là, il y a plein de choses qu'on peut ressentir. Et, donc, qu'est-ce qu'on sait? Il y a des autres. Comme j'ai dit, on a des autres. Là, je vous parle de 8 on est en consensus un petit peu partout dans les sciences. La proprioception, peut-être? Tu l'as dit, non, déjà? J'ai dit le vestibulaire pour l'équilibre. La propre perception, c'est Ouais. moi dans l'espace. Ça s'approche, ouais. Mais il manque un. Le vestibulaire, c'est mon équilibre et moi dans l'espace. La science sépare les deux en beaucoup de domaines. Moi, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Voilà. Propre perception, moi dans l'espace et où sont les choses, mon équilibre et la température. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, il y a un 9e et un 10e en discussion. J'ai vu sur des recherches, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Qui parle de ces ressentis internes, vraiment, de nos organes internes et aussi de toutes les sensations viscérales qu'on a. Que c'est dans nos organes, mais aussi dans toutes ces sensations que des fois, on n'arrive pas à expliquer. Et aussi, qu'on parle beaucoup, que c'est le 6e, on parle beaucoup 6e sens. La science est déjà en train aussi d'explorer, de chercher d'où vient ces sens de la prémonition et toutes ces choses. Il n'y a pas encore de consensus partout. À bientôt, on va entendre parler. Je vais avancer. Je vais vous parler de cette illusion de la compétence. L'illusion de la compétence, c'est quelque chose aussi qu'on sait déjà dans la science d'apprentissage. Ça veut dire qu'est-ce qu'on connaît des méthodes, stratégies que les sciences cognitives disent, OK, on sait que comme ça marche mieux, ça respecte mieux le fonctionnement du cerveau. On sait que notre cerveau, les étudiants, beaucoup de fois, des stars, ils croient qu'ils savent plus qu'est-ce qu'ils savent. Les illusions de compétences, c'est aussi le fait que, OK, j'ai étudié, je crois que j'ai tout compris, je crois que je sais, mais dans les faits, si je dois me rappeler, ou simplement
parler à quelqu'un d'autre de qu'est-ce que je viens d'apprendre, en fait, je ne sais pas tout. Je n'ai pas codé toute l'information. La science nous dit aussi, au-delà des 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, je me souviens toujours dans son prénom, dans son nom de famille, qui a beaucoup travaillé sur ces 4 piliers, on sait que notre cerveau a besoin de s'auto-évaluer, d'avoir de feedback aussi pour les apprentissages. Pour qu'est-ce qu'il apprend? Une des solutions, c'est qu'est-ce qu'on appelle la pratique du rappel. Et je vais expliquer qu'est-ce que c'est la pratique du rappel. C'est, de nouveau, dans les sciences cognitives, on parle beaucoup, on sait que ça fonctionne super pour le cerveau. La pratique du rappel, c'est quand on a étudié quelque chose, on vient d'étudier par exemple là, comme maintenant, je viens de vous parler de tout ça, vous prenez des notes, on finit cette Zoom et vous allez vous étirer, prendre l'air, boire un verre d'eau, faire quelque chose d'autre, et vous prenez une feuille blanche et sans voir le replay, vous mettez dans la feuille comme vous voulez, en pensée visuelle, dessin, picto, coquerine, n'importe, tout ce que votre cerveau se rappelle effectivement de qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dans le Zoom. Ces pratiques de rappel, c'est des outils les plus puissants qu'on a pour aider notre cerveau à coder à long terme. Une fois qu'on a pris notre feuille blanche et qu'on a mis tout, on peut aller regarder le replay et combler en fait. Combler qu'est-ce qui manque, où ça manque. Ça s'appelle vraiment la pratique du rappel. Il y a plusieurs façons de faire. Là, je parlais de la feuille blanche. Mais vous pourrez aussi faire ça avec raconter à quelqu'un, partager avec quelqu'un, faire des flashcards, faire un mind map sur le thème. Une fois que vous faites des pratiques de rappel, voyez là, on peut s'auto-évaluer. OK, je vais regarder, voir si j'ai toute l'information, qu'est-ce qui manquait. Vraiment, comme j'ai dit, de nos jours, une des pratiques les plus puissantes qu'on a pour respecter notre cerveau. Ça permet à notre cerveau de faire cet effort de rappel. L'apprentissage, c'est un effort cognitif. Et c'est important de le comprendre. Apprendre, ce n'est pas juste, ça prend de la place. Ce n'est pas juste dire, ah ok, j'ai appris quelque chose. On peut bien voir quelque chose de nouveau et pas l'avoir vraiment appris, vraiment créer cette connexion. Parce que c'est un effort de notre cerveau. Il aime ses efforts, il faut le donner, il a besoin de plus, il le veut. Mais c'est un effort cognitif. C'est une synapse qui se forme, c'est des réseaux qui se forment, c'est notre cerveau comme un tout qui est utilisé. C'est l'attention entre le cortex préfrontal, les lobes pariétales. Vous voyez, c'est des zones de cerveau différentes qui sont en train de travailler ensemble. Je vais vous donner 2 exemples, parce que là, je vous ai donné le côté enseignant, le côté, pardon, étudiant, l'exemple de pratique du rappel. Maintenant, par exemple, la pratique de rappel de côté enseignant. On veut transmettre quelque chose à quelqu'un. Les gens prennent des notes. Une pratique de rappel qui peut être faite, c'est vous faites 10-15 minutes de transmettre la connaissance. Les élèves prennent des notes et après, ils échangent des notes un avec les autres. Et ils vont ajouter des choses dedans. Or, ça c'est une pratique. Une autre, ça serait se mettre en groupe de 2 et partager sans voir leurs notes. Qu'est-ce qu'il se rappelle avec le collègue? C'est vraiment donner un ordre à son cerveau de faire l'effort de se rappeler. Ça va consolider l'apprentissage. Ça va permettre à votre cerveau de reformuler l'information. Et en plus, ça va renforcer ce chemin que vous venez de créer. Renforcer ce réseau synaptique, réseau neuronal, cet apprentissage. Coder mieux. Je vous ai dit, vous me dites si vous avez des questions. Je vais vous parler des styles d'apprentissage parce que des fois, ça me gratte quand j'entends ça, par différentes raisons. Et alors, les styles d'apprentissage. Les styles d'apprentissage peuvent être une croyance limitante. Pourquoi? Oui, on est unique.
Oui, on reçoit le monde par nos 8 sens. Et encore plus qu'on va continuer à trouver. Oui. Mais on reçoit cette information, le monde, cet apprentissage, par le fait qu'on a dans la réalité une prédominance. On a une prédominance pour capter l'information, pour recevoir l'information. On n'a pas qu'un style juste chacun et c'est très réducteur parce que ça nous réduit le champ d'apprentissage. Ça nous fait juste apprendre par le visuel. L'idéal, ça serait de combiner le maximum de sens, rester ouvert. Et pourquoi on a cette prédominance? Parce qu'il faut savoir que notre cerveau, à niveau anatomique, ça commence à avoir des légers changements, mais c'est très peu. On a le même cerveau que l'homme de caverne. Et ils avaient besoin de voir le mammouth. Et je sais, quand je dis mammouth, ça vous fait rire, mais c'est mon accent, c'est parfait. Comme ça, vous retenez parfaitement. C'est une prédominance visuelle, parce que voir le monde qu'on voit, les yeux ne voient pas, récoltent l'information, permettait à l'homme de survivre. Entendre les animaux, ça permettait quoi? De survivre au danger. Et si vous avez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'espère pas, mais quand on dort, le seul sens qui pourrait nous réveiller, c'est si la maison elle brûle, c'est là que ça va nous réveiller. C'est le seul qui reste plus réveillé, parce que les autres ne sont pas complètement éteints, mais qui reste plus réveillé pour qu'on puisse se réveiller pour survivre de nouveau. On est très bien fait, c'est pour la survivre. Toute l'espèce puisse survivre et qu'on puisse continuer à évoluer. Les styles d'apprentissage. Je comprends que, bien sûr que les gens sont contents de savoir. Je veux dire, moi, j'apprends parce que je suis visuelle. Et moi, j'apprends mieux quand j'entends quelque chose. D'accord, c'est une prédominance. Vous avez rappelé, quand je vous ai dit que c'est un processus, là, l'apprentissage, il y a plusieurs facteurs, internes, externes. Si, depuis qu'on est petit, on écoute les choses, on n'a pas appris à prendre des notes, on n'a pas fait des dessins, des croquis, on n'a pas lu des livres, par exemple, on n'a pas vu plus de choses visuelles, mais on entendait qu'est-ce que les adultes disaient. On racontait des histoires, on était très attentifs. Ça, c'est un environnement externe aussi qui nous permet de développer encore plus notre sens auditif. Les styles d'apprentissage, croyances limitantes. Si possible, utilisez le maximum de vos sens dans l'apprentissage. Si vous avez une prédominance visuelle, parfait, ok. Comprenez comment vous recevez mieux l'information, mais combinez avec l'auditif, combinez avec les autres sens que vous avez, le maximum de fois possible. Ça veut dire que si vous voyez une vidéo, vous comprenez tout, parfait. Pas écouter un podcast. Construisez vos apprentissages, les vôtres et ceux de vos élèves, ceux que vous accompagnez, des enfants que vous accompagnez, de vos enfants, n'importe. Restez ouverts pour comprendre qu'on n'a pas qu'un seul style d'apprentissage. Le VACOG, si vous regardez, c'est les sens. Et bien sûr, nous, on apprend la vie, on reçoit l'extérieur par nos sens. Dans l'apprentissage, pour moi, il y a aussi des fausses croyances. Et en règle générale, quand je parle du cerveau, je suis toujours en train de parler des mêmes. Je me dis, à un moment donné, il va falloir trouver des autres. Sûrement que l'être humain va trouver parce qu'il y en a. On n'est pas multitâche, mesdames. Je me dis ça moi aussi, mais c'est la réalité. On switch très vite d'une tâche à une autre. On perd du temps d'attention effective dans cette switch. On le switch plus rapidement que le monsieur, en règle générale, pour une question de nouveau d'environnement et d'apprentissage externe. C'est aussi les mamans, c'est aussi les femmes qu'on a vu faire, préparer le repas et être en train de nous parler, ou faire plusieurs choses. Et ça nous donne cette image qu'on peut faire plein de choses, mais non, pas multitâche. Une erreur, c'est pas égal à un échec.
Je vous dis, le cerveau a besoin de feedback, il a besoin de s'auto-évaluer. Il a besoin qu'on demande de faire un effort aussi. Tout est trop prémâché, il n'y a pas de défi. Je vais vous profiter de ce moment pour expliquer qu'on sait de nos jours, par exemple, dans les déficits d'attention, énormément parlé, que si on augmente la difficulté, la tâche à réaliser, le niveau d'attention concret, soutenu, sélective des enfants, soi-disant, et je dis soi-disant parce que c'est beaucoup plus complexe aussi que ça, avec diagnostic de troubles, hyperactivité avec déficit d'attention, elle est même dans des tâches égales à des enfants qui n'ont pas cette pathologie, pas ces troubles. On sait, on a testé, on a regardé, on sait. Ça me donne encore plus à moi, qui travaille dans tous ces domaines, le fait que notre cerveau, il faut aussi le défier, il a besoin aussi qu'on le nourrit et il nous demande qu'il y a ça. Je ne suis pas capable d'apprendre. Très influencé par l'environnement externe des fois. Je fais comme d'habitude et je veux un résultat différent, mais je fais comme d'habitude. Normalement, ça ne marche pas, mais je vais toujours continuer. Je sais, mais est-ce que je sais faire? Il ne suffit pas juste d'apprendre un petit peu plus sur l'apprentissage, se dire, ah ok, je comprends plus comment le cerveau apprend et j'ai maintenant des méthodes, des stratégies et tout le reste et compagnie. D'accord, mais qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que je sais? Vous pourrez avoir toutes les connaissances au monde, mais qu'est-ce que vous faites dans qu'est-ce que vous savez, effectivement. Et faire, ce n'est pas juste un faire kinesthésique, ce n'est pas juste un faire dans les pensées, c'est aussi où je peux embriquer cette connaissance, cette nouvelle connaissance, sortir de ma zone de conditionnement, je l'appelle toujours comme ça. Souvent, les gens disent zone de confort, mais c'est un conditionnement. Et notre cerveau, il est bien conditionné. Réduction de l'énergie, il fait au mieux, il peut tous les jours. Mais sortir de cette zone de conditionnement, de nouveau, ça nous demande un effort. Pratiquer, appliquer, c'est la meilleure façon qu'on a de ancrer, coder des nouveaux apprentissages. On a la pyramide de Dahl qui est très parlée scientifiquement. La science, la neuroscience, les sciences cognitives, la science d'apprentissage ne valide pas cette pyramide dans le sens qu'elle est passée, répondue au temps, mais elle valide le fait qu'on a besoin des 4 piliers de nouveau d'apprentissage, d'être engagé dans notre apprentissage. On ne sait pas, la pyramide de Dahl avec les pourcentages, la science ne peut pas dire qu'elles sont comme ça parce que, comme je vous ai dit, vous avez vu la recherche scientifique. Un échantillon, on observe, on va faire des hypothèses, on va tester, mais c'est un échantillon petit. Et il faut voir les conditions où sont faites aussi ces recherches. Aucune stratégie marche pour moi. Eh bien, si on croit qu'aucune stratégie marche pour moi, ça serait bien déjà de voir le contexte où on met en place nos stratégies. Le contexte, c'est de notre chaise à notre contexte familial, à nos parents, à nos enfants, à nos classes. L'environnement compte énormément. Les facteurs internes et externes comptent énormément. Et que j'entends souvent, et c'est lié tout le monde croit que c'est que lié avec la mémoire, c'est mon cerveau ne retient rien. Souvent, les gens disent, j'ai plus de mémoire, je comprends pas, je suis adulte, ça va pas si vite. Bienvenue dans le programme qui nous est donné à la base, qu'à partir de 30, allez, je vais être sympa, 35, allez, 35. 30-35 ans, notre cerveau, il a un programme en lui qui dit, OK, l'hippocampe, qui est où il y a le siège de la mémoire, à long terme surtout, il commence à rétrécir. Nous tous, l'être humain, c'est notre cerveau qui devient plus mature, et qui nous dit, OK, je commence à rétrécir certaines zones parce que tu ne m'utilises pas.
Le programme, il est là. Mais si tu ne m'utilises pas, oh bah écoute, je vais dépenser de l'énergie ailleurs. Vers 35, qu'est-ce qui nous arrive? On commence à dire, à partir de 35, eh ben, je vois moins bien. C'est plus long, ma réflexion. J'entends moins bien. Ah, je ne me rappelle plus, j'ai mis la clé. En fait, la clé, ce n'est pas la mémoire, c'est l'attention, mais bref. Je ne sais plus sur quelque chose qui m'était dit hier. En règle générale, à 30-35 ans, on n'est plus à l'école, on n'est plus en train d'étudier, on ne demande plus d'efforts à notre cerveau. On dit plus à notre cerveau, écoute, ça serait important de continuer à pratiquer, à stimuler notre mémoire, notre attention. Visuellement, oui, on a des muscles qui se fatiguent. Oui, on peut avoir plein de pathologies aussi, mais on peut aussi, même si on peut pas arrêter le processus de vieillissement, mais on peut et on doit, si on veut ralentir. Et si on apprend tout au long de notre vie, si on continue à rester ouvert, curieux, à apprendre tout au long de notre vie, on est en train de faire quoi? D'aider notre cerveau à continuer à avoir la pratique du rappel, à continuer à créer de nouvelles connexions, à continuer à être en bonne santé. Jusqu'à là, tout le monde est là encore. Bah, c'est bien. Je crois, je n'ai même pas vu. Peut-être il y a un ou deux qui sont partis, Cyril, je ne sais pas. Mais voilà. Je vais lire juste quelques messages pour voir. Un jour, ça serait très intéressant. C'est écrit Chris, je ne sais pas si c'est ton nom, Christopher, mais ça serait très sympa d'avoir un échange dynamique sur tous ces idées du cerveau, parce qu'il y en a des belles choses à partager. Un ordi bio, eh ben, en fait, il est mieux que l'ordi, parce que ils sont en train de faire, je vous dis, si vous pourrez aller regarder le Brain Human Project, vous allez voir qu'est-ce qui est en train d'être fait sur le cerveau et le fait de faire un ordinateur. On est à une distance. C'est quelque chose, on aura pour les prochains 10-15 ans. Mais bref, je vous invite à aller regarder. On va revenir à l'apprentissage. Je vais vous parler de quelques méthodes et des bonnes pratiques. J'aurai de nouveau, c'est une ouverture. À la fin, je répondrai à vos questions sur qu'est-ce qui était demandé dans le groupe et aussi sur vos questions de maintenant. Je vais parler de ces 3 méthodes. Bien sûr, il y en a plus. Bien sûr, on pourrait rester pendant 3, 4, 5 heures à parler que des méthodes et des stratégies vues dans les sciences d'apprentissage qui marchent, qu'on sait qui marchent. J'ai choisi ces 3-là par la praticabilité. Si je l'ai bien dit, je suis trop fière de moi. Mon cerveau aussi, en plus, je l'ai bien dit, je suis très fière de moi. Praticabilité, parfait. Que vous pourrez mettre en place au plus vite. Et aussi, sur cela, souligner surtout, parce qu'on utilise un petit peu partout et on pourrait l'utiliser mieux. Ces méthodes, le 3R et le SQ3R, le SQ3R devrait venir d'abord d'ailleurs, c'est comme ça. Il était mis en place en 1900, mon ordinateur portable, Amina, je vais sur mon ordinateur, 1946, par François Plaisantet. Non, par contre, le monsieur Plaisante, François Plaisanton, mon accent. Vous allez chercher. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, OK, on avait besoin des systèmes, des protocoles, des étapes qui nous permettront de faire quoi? Quand on lit, de mieux retenir l'information, mais aussi d'aider notre cerveau à faire qu'est-ce qu'il fait de mieux, c'est faire des connexions, mais l'aider aussi à retenir. Claudia, Oui. juste sur l'affichage, je t'invite à grossir Ouvert. un peu et faire moins de blanc sur la... Ça, c'est trop, hein? Un petit peu. Ça? Ouais, c'est mieux. Et puis recentrer un petit peu, ouais, voilà. Enfin, tu verras, tu vas développer, mais voilà, ouais, très bien. Voilà, ça s'appelle, heureusement, qu'on apprend des choses au niveau technique. C'est l'exemple. Ah, j'ai dit François, c'est Francis.
Mais il est plaisant. Je sais que son nom est plaisant. Merci, Chris. Mais il s'appelle, tu vois, j'ai retenu François. Et mon ordinateur portable m'a donné François et moi, ça c'est très bien. Il était philosophe, mais pas que. Il a fait des autres livres aussi. Il a ceux-là, il a des autres. Vous pourrez aller chercher, c'est très intéressant aussi. Tout ce qui était développé après. De nouveau, comme je dis, c'est des ouvertures. Qu'est-ce qu'il a fait aussi par la pratique? Il a observé un besoin, il a déposé plusieurs hypothèses, il a testé et il a fait ses SQ3R. La science l'a testé à tort, à travers, en haut, en gauche, à droite, toutes les sortes, a fait aussi les 3 R, plus simples, plus liés qu'avec l'apprentissage, apprentissage, acte d'apprendre. Et elle a dit, OK, cela, on sait que lui, cette méthode-là aide notre cerveau à faire de meilleures connexions, à lire à niveau, à connecter toutes les lectures qu'il ne connaît pas encore, tout ce qui est inconnu en fait, et tous les nouveaux apprentissages. Je vais vous montrer comment faire en fait ces méthodes-là pour ceux qui ne connaissent pas, pour que c'est pratiqué. Je vous rappelle de rester toujours avec votre esprit scientifique avec vous et de tester, rappelez-vous. Tout ce qu'on vous dit, tout ce que je vous montre, de tester. Tester si ça vous convient. SQR3R, Yves, là maintenant je fais attention aussi à vos questions, c'est des acronymes en anglais qui sont là. Je vais vous passer de mon accent en anglais, des fois ça va, des fois plus ou moins, alors je vous laisse pratiquer vous-même, vous voyez. L'objectif, quand il l'a fait, c'était surtout pour la lecture. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1. J'imagine que chacun de vous, vous êtes en train de dire, survey, ça veut dire quoi? Une recherche préalable. Si ma lecture est sur quelque chose que je ne connais pas du tout, allez, quelque chose que moi je ne connais pas du tout. Cuisine, et en plus c'est vrai, cuisine thaïlandaise. Je vais dire, j'ai un livre, j'ai quelque chose à lire sur la cuisine thaïlandaise technique. Qu'est-ce que je peux faire? Dans ma première étape, c'est cette recherche préalable. Je peux écouter un podcast, je peux voir une vidéo. Vous voyez les différentes modalités d'apprentissage, les différentes possibilités, sans rentrer dans le sujet tout de suite à un niveau plus profond. Deuxième question, c'est bien sûr se questionner. Qu'est-ce que je veux apprendre dans cette lecture, dans ce sujet? Vous avez déjà vu sur mon Cyril, on parle souvent sur l'objectif de lecture. Mais là, ce n'est pas un objectif simplement. C'est vraiment se poser des questions dans ce thème. Le thème de la lecture, mais ça pourrait être aussi l'apprentissage. Troisième, vous voyez, SQR, lire. Bah, maintenant, je vais attaquer la lecture de mon livre. Ça peut être le survol, ça pourrait être une lecture avec les techniques de lecture efficaces, mais ça pourrait être aussi un livre que j'ai vraiment envie de lire. Je me pose et je le lis. Quatrième étape, le site, c'est la révision. J'ai lu et je fais la révision. Cette révision, c'est quoi, effectivement, dans la pratique? Vous pourrez utiliser la pratique du rappel, maintenant que vous savez aussi que ça existe. Vous pourrez essayer de vous rappeler, faire cet effort de rappeler tout ce que vous avez lu. Vous pourrez faire cette révision dans un mind map, les prises de notes que vous avez faites, de votre lecture. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de lire complètement d'une seule fois. Et vous avez un cinquième, la revue, que vous pourrez faire et la pratique du rappel. Ça, c'est la modalité, c'est les points, les étapes pour ce modèle, pour cette méthode. Moi, j'aimerais vous dire, ça, c'est comme il est construit, c'est qu'est-ce qu'on connaît, Wikipédia, vous pourrez le voir, c'est qu'est-ce qui est écrit dessus. Je vais vous inviter à l'utiliser en plus, en mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez utiliser cette méthode SQ3R avec votre esprit scientifique. Vous allez observer votre livre, votre lecture, votre apprentissage. Dans ce cas, on allait parler de sciences d'apprentissage aujourd'hui, neurosciences d'apprentissage. On vous a demandé de poser quelques questions. Vous avez vu? Vous avez fait déjà, hein? La première chose, se questionner et commencer à penser, OK, sciences d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? OK.
observez. C'est quand vous questionnez, vous posez des questions, si vous avez quelque chose, ou un domaine spécifique dans ce thème qui vous intéresse plus que les autres. Ce n'est pas juste la question. C'est OK. Qu'est-ce que je vois comme défi? Qu'est-ce que je vois comme opportunité? Gardez l'esprit scientifique avec toutes ces méthodes et vous aidera. Vous lisez, formulez des hypothèses. Vous faites des révisions, formulez des hypothèses aussi. L'esprit scientifique, l'esprit curieux, il est partout. Utilisez-vous, utilisez au maximum dans toutes ces pratiques que vous avez. Mais pratiquez en conscience. Et bien sûr, pourquoi ça marche? Pourquoi la science a dit « Ah, ça marche vraiment pour le cerveau, c'est très bien cette méthode ». Parce que ça respecte le fonctionnement du cerveau une fois de plus et parce que ça renforce le fait que notre cerveau a besoin de temps pour faire des connexions. Ça renforce les réseaux neuronaux, ça veut dire le chemin qu'on a tracé, qu'on a passé dans nos nouveaux apprentissages. Ça permet à notre cerveau de rester engagé parce qu'il sait pourquoi il fait, il sait pourquoi il est là. Et en plus, vous gardez cet esprit de faire des hypothèses, vous permettez à votre cerveau de créer des nouvelles connexions. Ils vont tous sortir d'ici en disant « j'ai un esprit scientifique, j'ai un esprit scientifique ». Il y en a tous. 1946. Hein, j'ai bien dit, encore. Voilà. Ça, j'ai retenu. Les dates, ça va, c'est bien. Et Francis. Désolé, monsieur Francis, je vous appelais François, mais voilà. Ça me rappelle de François. Monsieur Francis, il a fait ça en 1946. Ah, en plus, ça a rimé. Il a travaillé dessus. Il y a des autres personnes qui ont pris, qui ont testé, qui ont fait. Il y en a remarqué aussi que des fois, on voulait avoir cette méthode, mais pas pour la lecture. Par exemple, pour apprendre quelque chose de nouveau. OK, comment on peut simplifier certaines choses? Et ça nous est venu à nous, et c'est utiliser les 3 R. Il est utilisé dans aussi l'industrie. Il est utilisé aussi pour les révisions, que pour les révisions de différentes matières. Et de nouveau, je vous dis, esprit scientifique, une méthode, un outil, une stratégie, elle doit s'adapter à nous et pas dans le sens inverse. 3 R, vous avez compris, c'est un petit peu le même système, il est connecté, c'est juste qu'il y a moins des étapes. Il est surtout pour la compréhension, pour aider la compréhension dans l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Premier, on va lire, read. Premier contact avec la thématique, prendre des notes directement. C'est dit, OK, mais pourquoi on va se questionner tout? OK, prendre des notes. Premier contact avec la thématique, allez regarder, tester, voir des podcasts, des vidéos, tout ce qui pourrait vous intéresser sur ces thématiques. D'une façon légère, en disant à votre cerveau, bah écoute, il y a ça. On vous permet d'avoir un premier contact. Recite, révision. La révision, les mêmes jours. Pourquoi les mêmes jours? Vous vous rappelez? À l'effort, notre cerveau de se rappeler, de regarder l'information, de renforcer. Review. On fait une analyse de notre prise de notes et on fait la pratique du rappel à partir de nos prises de notes. Sans les voir, on teste une première fois. Tout ce que je me rappelle, je note, je fais un mind map, je laisse venir. Si j'ai besoin d'aller regarder mes notes, je regarde et après, je fais la pratique du rappel. On a expliqué pourquoi ça marche. Et là, vous avez la méthode SQ3R et 3R que vous pourrez faire avec votre esprit scientifique dans vos pratiques d'apprentissage et de lecture. Pour vous comme étudiant et pour vos apprenants, pour faciliter aussi les apprentissages pour les autres. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 méthodes avant de passer à souligner? Non? Parfait. Parfait, parfait. Et comme vous avez pris des notes, et là, il y a des images dans le discuter aussi, vous allez, ah là là, mettre à votre façon, c'est parfait. Pourquoi je voulais partager et parler sur les méthodes soulignées?
On utilise tous. On utilise tous la méthode soulignée. C'est une vraie méthode en plus. Et que l'objectif, ça devrait être la sélection des idées clés. On est d'accord. Souvent, on souligne des phrases entières, des pages entières. Et je me dis, ah ok, ils sont tous des idées clés. Parfait. Ben, c'est bien. Mais si vous soulignez page entière, des phrases entières, rappelez-vous, premier, ça serait bien de souligner des mots-clés. Des phrases moins, à part si vous soulignez des phrases avec des couleurs différentes. Utilisez la couleur pour souligner et pas juste nos jeunes qu'on connaît. Partout. Utilisons plusieurs couleurs, ça va vous permettre de reformuler. Vous connaissez déjà, vous pourrez en deuxième étape reformuler en mind mapping, en sketchnoting, en pensée visuelle, en prise de notes Cornell, en pictogramme, vraiment reformuler. En faisant ça, votre cerveau va être tout content. Vous vous donnez la couleur éveille les sens et stimule différentes zones du cerveau aussi. Il va être plus attentif, plus engagé. Et en plus, c'est beaucoup plus amusant de voir tout jeune partout quand même. Le cerveau, il adore s'amuser. Hein. Ça, c'est la science qui le dit. Hein. Ce n'est pas moi, c'est la science qui le dit. Vous pourrez aller, c'est vrai. Le cerveau de mon humeur, c'est un cerveau qui apprend plus vite. Souligner. On lit, on choisit plusieurs couleurs, on souligne des choses importantes, on peut faire même des liens parce qu'on a la couleur qui nous permet de faire des liens, de faire des catégories déjà, plusieurs couleurs et on reformule. Je vous garantis que votre cerveau va aimer, il va vous aider encore à plus apprendre, plus mémoriser. Souligner. Voilà, il y a des méthodes simples qu'on utilise tous. En tout cas, le souligner, il y en a des autres. Hein. Mais si on peut les utiliser d'une façon qui respecte notre cerveau et qu'il donne qu'est-ce qu'il a besoin, parce qu'après, il nous aide aussi. Maintenant, tout le monde va souligner plein de couleurs. C'est très bien. Parfait. Choisissez les couleurs, surtout qui vous plaît le plus. Je vais passer aux bonnes pratiques. Comme ça. On va passer vite le temps. Hein. Oh là là. Dans les bonnes pratiques, il y a les bonnes pratiques que je parle souvent pour la science d'apprentissage ou pour la science de la vie, que c'est le sommeil, l'importance d'un sommeil de qualité, pas de quantité, mais de qualité. Et pour l'apprentissage, on sait qu'un étudiant ne peut pas apprendre correctement s'il est trop fatigué, s'il n'a pas eu des heures de sommeil, nécessaires. On sait qu'un enfant, un adolescent a besoin de plus. Les écoles commencent trop tôt. On sait plein de choses. Vous voyez, la science, la neuroscience le sait, et nos écoles, nos systèmes continuent à dire non, non, c'est tôt, c'est à cette heure-là. Premières heures du matin, l'adolescent du fissement. Et ça ne serait pas une croyance. La croyance de qui? De l'éducation nationale. On sait qu'ils savent, ils ont accès à l'information. Après, comment le changement peut être fait de l'intérieur? Je ne suis pas enseignante, je ne peux pas le dire. Tout ce que je sais, c'est que la science nous dit. Le fait de souligner engage également le mouvement et la localité. Le mouvement, oui. En fait, ça fait main, œil, main, la coordination main, œil. Et aussi de faire au cerveau d'ancrer mieux. C'était localisation. Le mot localisé anglais a fait l'autocorrection, désolé. Et je sais pas pourquoi. C'est le fait que visuellement, on le localise quelque part dans la page. Ça peut peut-être également aider à la mémorisation. Je sais pas, c'est une question. Ça aide plus si on reformule, par exemple, dans un mind map et on utilise l'espacement pour, en fait, espacer l'information qui est connectée. Si on met dans une page une seule couleur et notre cerveau ne sait pas à quoi ça sert, il va se dire, bah, ouais. On souligne quelque chose, mais on n'a pas fait cet effort de dire, OK, de nouveau, je vous parle d'effort, mais l'effort dans le cerveau, il faut savoir qu'il ne transpire pas. Hein? Ce n'est pas un effort, on n'y transpire pas pour. Ce n'est pas un effort de se dire, ah, on ne peut plus. Non, l'effort, c'est le demander qu'il sache qu'il peut et qu'il doit le faire, parce qu'il le fait. Notre cerveau, c'est comme un taxi en New York. On se met dans le taxi, on ne dit pas où on veut aller,
On ne sort pas du même endroit. Et j'ai entendu une fois, et c'est resté parce que je trouve que ça explique le cerveau très bien. Le cerveau a besoin qu'on dise où aller. Et si on dit à notre cerveau, écoute, ici, j'ai souligné cette information, elle est vraiment importante, avec la même couleur qui est là. Automatiquement, il commence à se dire, ah ok, ça, je connecte avec ça c'est une information. Qu'il repère, vous savez, le souligner, c'est beaucoup l'effet Van der Stoff aussi. Dans 10 paires de baskets noires, on met une rouge et notre cerveau se dit, ah, il y a une qui est différente. Oui, mais si on l'utilise tout le temps partout, non. Ça ne va pas faire l'effet d'attirer notre regard. Mais on peut l'aider à mieux utiliser. Et choisissons plusieurs couleurs. Disons à notre cerveau, écoute, cette couleur, là, c'est important, reformulons, lui, il nous aide. Et la couleur, elle a un impact énorme, en sachant que la couleur, je vais ouvrir une parenthèse et après je vais le fermer. La couleur, nos cerveaux, chaque couleur nous influence, nous indique quelque chose selon où on est né, comment était notre rapport à cette couleur. Et dans la réalité, la couleur en soi n'existe pas comme couleur. Mais ça, c'est un sujet trop vaste qu'on ne va pas parler ici. Parce que sinon, là, on rentre dans un tout autre domaine. Et Cyril a raison, quand je commence, je ne m'arrête plus. Bonne pratique. Et Le sommeil. vous pouvez me remercier parce que j'ai préparé ça avec Claudia et j'ai beaucoup taillé dans le gras parce qu'à 23 heures, on y était encore. Hein. C'est pas vrai, c'était pas 23 heures, c'était un petit peu moins. Mais merci de soutien. 22h59. Voilà, exactement. Des bonnes pratiques, on a l'environnement et il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la congruence. La théorie de la congruence, c'est une théorie qui existe dans la science de l'apprentissage qui dit, alors, c'est quoi un environnement congruent? Je vous explique en quoi il consiste et je suis sûre qu'après, vous allez faire toutes les connexions nécessaires. Vous voyez votre cerveau? Il dit tout de suite, il va savoir. On dit qu'un étudiant, il n'est pas prêt, il n'est pas complètement prêt pour un examen parce que l'environnement où il étudie, ce n'est pas le même environnement où il fait l'examen. Il n'y a pas de congruence. Alors, comment on peut aider notre cerveau? Changeant l'environnement où on étudie. On entend depuis toujours qu'on a notre table, notre chaise, et on étudie comme ça, on range notre table, on sait que c'est de cette façon. En fait, la théorie de la congruence nous dit que la meilleure façon de préparer notre cerveau pour faire des examens, pour préparer nos élèves et nous-mêmes, c'est changer l'environnement où on est en train d'étudier. Une fois, on met un ballon. Une fois, on va dehors dans le balcon. Une fois, on fait dans le salon. Une fois, notre cerveau ne sait pas où va être l'examen, par exemple. OK, dans l'école, moyen, parce qu'on fait nos examens dans la classe de français, de maths, voilà. On a plus ou moins une idée. Mais la plupart de nos études, révisions, sont faites à la maison. Notre cerveau, il mémorise. Notre cerveau, il garde les informations et il dit, ah ok, ça, c'est comme ça, j'ai appris, je pourrais les réutiliser. Parce qu'il est toujours en train, dans le passé, de voir pour le futur. Cette théorie, elle nous dit, et elle va continuer à être étudiée, je suis sûre, elle nous dit qu'on devrait changer l'environnement externe et bien sûr l'interne aussi, le plus souvent, pour permettre à notre cerveau de faire des révisions, d'apprendre dans différents environnements. Faire des pauses, c'est très important. Faire des pauses, mouvement, des pauses, boire de l'eau chaque fois que vous pouvez. C'est des micro-pauses, mais c'est bien, ça permet aussi de récupérer la vigilance. Et on a tout ce qui est faire des pauses pour simplement faire des pauses. Ça veut dire, si je travaille, il y a le Pomodoro que vous connaissez si bien, mais il y a ceux que Pomodoro, ça ne va pas. Qui ont besoin de plus, qui ont besoin de moins, parfait. Mais faites des pauses conséquentes. 5 minutes de pause, votre cerveau a le temps de déconnecter de quelque chose pour connecter de nouveau. Ça dépend de chacun de nous, on n'a pas le même rythme. Moi, je sais, pour moi, par exemple, 5 minutes de pause ne me va pas. Pour des autres, ça irait. Les scientifiques, testez sur vous. Testez qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui vous laisse dans un... Vous vous sentez bien en le faisant. Et faire des pauses, ça pourrait être se lever de votre chaise, mettre l'eau plus loin pour aller le chercher. Mouvement est très important pour l'apprentissage aussi.
Les bonnes pratiques, c'est toujours tester, pratiquer les stratégies, les méthodes, garder l'esprit scientifique, tester, reformuler ses besoins, auto-évaluer ses besoins, tester, pratiquer, reformuler, observer, auto-observer, faire des hypothèses. Parce que l'esprit scientifique peut être mis aussi pour nous. Auto-évaluer, des hypothèses, tester, reformuler ses besoins. Et la bonne pratique. Il n'y en a pas une seule façon d'apprendre. Ça, le bon sens nous dit et la science nous dit. Et les deux vont pas toujours ensemble. Le sens et la science et le bon sens. Il y a une grande discussion qu'on a déjà eue, Cyril, à ce sujet-là. Hein. Je vais vous demander si vous avez des questions. Je vais lire aussi arrêter le partage. Dites-moi si vous avez des questions. Waouh, vous avez partagé plein de choses. Commission pour savoir si on peut créer un groupe de réflexion. Ok. J'aime bien cette phrase. Jean-Philippe, science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. C'est, de toute façon, aussi, je ne crains pas de le dire. Est-ce que vous avez des questions sur qu'est-ce que je vous ai montré? Hein? Bon, je passe à répondre aux questions qui étaient posées dans le... Je sais, ça passe très vite le temps. Tu pourrais, s'il te plaît, donner une indication de recherche par rapport à pourquoi on choisit une couleur plus qu'une autre ou pourquoi on choisit des couleurs? On va faire comme ça. Je vais te mettre dans le groupe Telegram. Parce que Ouais. là, tu me parles au cœur, comme dirait Cyril. C'est des recherches, j'en ai. Hein. D'accord. J'en ai. Il y a le fameux livre là, de comment il s'appelle, Gauss, non? Oui, aussi. C'est simple que tu trouves partout, j'ai plus le nom. Le pouvoir des couleurs, je crois, c'est pas ça? Oui, mais la question du pouvoir des couleurs, c'est qu'on sait, par exemple, les couleurs, elles étaient étudiées dans le marketing pour vendre. Et moi, j'ai même un article que j'ai fait pour Cyril, j'ai écrit les couleurs à niveau des consommateurs. Dans le site Cyril, il y en a. J'ai écrit sur le pouvoir des couleurs pour l'achat, mais ça, c'est à niveau quelle partie du cerveau est en train d'être stimulée par cette couleur pour consommer. Hein. Ce n'est pas la même chose. Non, ouais, moi c'était plutôt au rapport par rapport à la structuration, par rapport aux influences ou à la dominance. Enfin, je sais pas, on sait très bien qu'il y a certaines couleurs qui ont plus tendance à donner ce genre de choses. Et ça dépend beaucoup d'où tu en es. Hein. Parce que, je donne un exemple. Funérailles, quand quelqu'un meurt de funérailles. Il y a des pays où ils s'habillent en blanc. Ou en Europe, on s'habille des anciens aussi en noir. C'est des couleurs différentes, hein, visuellement différentes, pour représenter un... Vous voyez, c'est culturel aussi, des couleurs. Et après, il y a les teints de la couleur. Et après, il y a le fait que nous, 3 personnes peuvent voir la même couleur, voir, ça veut dire récolter l'information, et on voit 3 teints différents. Pour vous dire... C'est là. Hein. La dimension que ça en est. Par contre, il y a des choses comme ça, légères, que je peux vous partager. Et aussi, il y a une recherche sur l'impact de la couleur pour la santé aussi. Ça, je peux passer. Je vais prendre note parce que, voilà. La santé. OK. Maintenant, partager. Je mettrai dans le... Maintenant, Amina, tu avais posé quelques questions dans le groupe. De 3 4, oui, c'est très bien. Mais c'est des questions... En fait, je vais commencer à noter tout ce qui venait. Voilà, la pratique du rappel, c'est des choses que je fais souvent dans mon ordinateur. Tac, tac, ah, elle m'a demandé ça, il faut que je note, et après, on verra. Quelle est la grande différence entre attention et concentration? Alors, j'ai dit souvent qu'elles sont cousines, et c'est vrai, pour faciliter aussi la famille de notre cerveau. Mais l'attention, c'est une fonction cognitive. Ça veut dire que c'est une fonction de notre cerveau. Et tu ne peux pas avoir concentration sans avoir attention. Et je vais expliquer des petites choses plus en détail, comme on va nous résumer vers. L'attention, c'est une fonction cognitive qui, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet d'inhiber. Un exemple, on a l'attention sélective, c'est qu'est-ce qui permet que si vous avez du bruit dans votre maison, vous m'écoutez moi quand même parce que vos neurones
augmente tout son de ma voix, vont diminuer parce qu'il est intéressé de qu'est-ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est l'attention sélective. On a des neurones pardon, qui font ça, c'est le travail. Ils disent, OK, on va inhiber une information ou une autre. Après, on a l'attention soutenue. Que c'est quoi? Que c'est une concentration soutenue. Pour expliquer, notre cerveau, l'attention est une fonction cognitive, elle dépend aussi de la dopamine, elle dépend de la sérotonine, elle dépend de notre cortex préfrontal, de nos lobes pariétales pour quelques-unes. C'est vraiment une fonction que notre cerveau est là, comme la mémoire, comme la capacité de récolter des informations, comme nos capacités motrices. C'est vraiment une fonction qui est née avec nous. Et que, heureusement, qu'on peut et on doit la connaître et la pratiquer. Fonction cognitive, le cerveau en soi. Pour être, l'attention, c'est qu'est-ce qui nous permet aussi de, on dit le mot souvent attentif, hein. En français, vous avez plein de mots que ça me fait, comme je suis portugaise, des fois j'entends des mots, j'ai dit c'est rigolo, vous savez d'où ça vient. Attentif, ça veut dire focus sur. Et l'attention, c'est ça, être focus sur quelque chose et inhiber les autres. Et après, vous allez me dire, oui, mais Claudia, quand même, hein, mais la concentration, c'est pas ça. La concentration, et je laisse ça bien enregistré, c'est donc, je vous parle dans les sciences cognitives, dans les neurosciences, donc qu'est-ce que je sais? Parce que je sais que la psychologie cognitive va dire la même chose, mais j'ai déjà entendu sur des autres thèmes. Qu'est-ce que je sais, de qu'est-ce qui est écrit dans le livre, pour aller la chercher. La concentration, c'est les... sans attention, il n'y a pas de concentration, mais c'est la capacité de notre cerveau d'être sur une seule tâche en continu pour un temps. Ça, c'est la concentration. Et les zones du cerveau qui demandent la concentration ne sont pas tous les mêmes qui nous demandent l'attention. Et j'avais même écrit ici, j'ai même souligné, j'ai souligné, j'ai mis des autres choses en disant, viens expliquer qu'en termes de neurosciences, voilà, viens expliquer que, et après, je suis en train de simplifier aussi, parce que la concentration, elle nous demande la mémoire du travail. C'est quelque chose dans le média, on va se focaliser pour quelque chose. On a besoin d'être attentif en premier, que notre cerveau se dise, OK, je peux inhiber certaines choses et je vais être complètement avec toute mon attention dans une tâche spécifique sur une durée. Les différents types d'attention qu'on a, c'est toute la neurochimie de notre cerveau, c'est toutes les possibilités que notre cerveau est là aussi au niveau de ces réseaux qui nous permet d'avoir ces neurones qui inhibent, d'avoir ces neurones qui nous fait avoir une attention soutenue. Il faut savoir que pour avoir du focus, l'attention sur quelque chose, on a besoin de dopamine. Dopamine, c'est le défi. Dopamine, c'est qu'est-ce qui nous permet aussi, c'est qu'est-ce qui nous fait être addict aussi. Il y a plusieurs circuits dopaminergènes dans l'attention. Qu'est-ce que je pourrais dire plus? Est-ce que c'était plus clair, Mina? Parce que là, j'ai mis plein de choses. Là, j'ai écrit, je peux vous passer, hein, j'ai écrit tous les zones du cerveau qui sont pour attention et pour... Mais bref, je trouve que peut-être c'est un petit peu trop. Ça. Non, ça va, je fais la différence, ça va. Bon, je ne vais pas dire que... Là, maintenant, j'arrive à faire quand même une petite différence. OK. Voilà. Elles sont cousines, mais il n'y a pas de concentration sans attention. Voilà. Un autre exemple, peut-être qu'il va être parlant. Être attentif à quelque chose, c'est être capable, comme on dit au milieu d'un concert, d'écouter la personne qui est à côté de nous. Ça, c'est être attentif à la voix de l'autre. C'est cette histoire de neurones qui vont, sensoriels, qui vont se dire, OK, on va baisser ici, on va monter là. Être concentré, c'est qu'est-ce que, par exemple, vous faites quand vous mettez les pomodoro, vous faites une tâche, vous êtes sur cette tâche du début à la fin. 25 minutes. L'attention n'est pas illimitée comme fonction cognitive, mais elle peut être stimulée.
Et comme sans attention, il n'y a pas de concentration, vous pourrez vouloir être au maximum hyper focus sur quelque chose, une seule tâche. Hein. Concentration, c'est une tâche spécifique. Vous dites à votre cerveau, c'est ça que je veux faire. Il suffit qu'il y a les notifications de votre téléphone, votre attention, elle dit, ah, je suis ailleurs déjà. Il faut de l'attention pour avoir la concentration. Claudia, quand tu dis attention n'est pas limitée, j'ai compris. L'attention n'est pas limitée, n'est pas illimitée, c'est ça. Ah, d'accord. Mon accent, oh là là, articulé. Ok, parfait. Après, c'est des processus à niveau cognitif, de nouveau. Hein. Là, je simplifie aussi. Hein. Oui, C'est oui. des processus cognitifs qui se passent très rapidement, qui sont complexes, mais merveilleux. Mais complexes. Dans le scène, quels endroits de notre cerveau sont en train de faire quoi? Notre cerveau travaille comme un nous, en fait, ensemble, un ensemble. Mais dans la fonction attention, il y a plusieurs soutenus, contrôle inhibitoire, fonction. C'est la sélective, la soutenue, je crois qu'il y a une qui est en train de... Je vais regarder dans mes notes quand même, parce que c'est très bien. C'est dire, c'est ça. C'est la sélective, la soutenue. Ah oui, oui. Et, attention, tout simple. Donc, on porte son attention sur quelque chose. On porte... C'est l'acte de porter son attention sur quelque chose de précis. Comme tu Ah, disais, c'est par exemple, dans un concert où tu portes ton attention sur quelque chose. Et la concentration, c'est le focus intentionnel. Attentionnel, veut dire sur quelque chose. Et là, tu peux avoir une durée un petit peu plus longue. C'est comme ça qu'il faudrait plutôt ouais, comme ça, je l'ai compris. Tout ça. Et ça s'entraîne, les deux. Et notre attention, notre fonction cognitive d'attention, elle est limitée parce que c'est une ressource qui est chère. Et dans notre monde de nos jours, vous vous rendez compte, hein, l'attention, c'est une de nos ressources, c'est notre trésor. Et elle est chère parce qu'elle est liée à tout. Pour apprendre, on a besoin, je vous dis, c'est un filtre cognitif. Pour capter l'attention. Pour capter l'attention de quelqu'un, la couleur, tout autour de nous est fait pour utiliser notre temps d'attention, pas notre temps de concentration. Le focus intentionnel dans une tâche précise. Non, c'est consommer notre attention soutenue et notre attention sélective. Et écouter quelqu'un à côté, ça, c'est la sélective. Mais ça, c'est nos neurones qui font ce travail. Ils disent, ah, toi, tu es important. C'est vraiment ça que le cerveau il dit, ah, toi, tu es important. Ça, c'est intéressant. Vous voyez l'émotion? Ça, c'est intéressant. Je vais être attentif. Mais on n'a pas une attention sélective, soutenue, dans la durée, pour plusieurs tâches. Hein. On fait une tâche, après on fait une autre, parce que ça nous intéresse, pendant un temps illimité. C'est ça que je voulais que vous compreniez. C'est pas, on peut pas, c'est trop d'énergie qu'on dépense. C'est une de nos ressources les plus importantes de notre cerveau et qu'on utilise à tort et à travers. C'est dommage qu'on ne se rend pas compte de l'importance qu'il a et qu'on peut choisir où on directionne et comment on peut utiliser. Chacun de vous, de toute façon, et heureusement, c'est signe que votre cerveau est en bonne santé, vous allez comprendre qu'est-ce que j'ai dit d'une façon reformulée dans votre tête qui vous fait sens à vous. C'est parfait. Et Claudia, du coup, le flow, c'est cette notion de flow, c'est du coup c'est de la pensée magique, c'est quoi? Vous me posez toujours des questions tellement intéressantes. Le flow, parce qu'il me semble que c'est quand même entre l'attention et la concentration. Ça va encore au-delà. Ouais. En fait, les flows, c'est des ondes cérébrales qu'on parle autour. Après, Quand Claudia, oui. ça peut faire l'objet d'une conférence. Hein. Oui, Enfin, aussi. Ça, je dis rien. Là, juste pour expliquer un petit peu dans le sens de... Il n'y a pas d'un petit peu. Je te connais. Alors, les ondes de cerveau. Quand vous fermez les yeux, vous êtes déjà en alpha. Alpha, nos cerveaux, il a des ondes différentes. Vous pouvez voir quand on fait les examens hein, pour le sommeil et tout ça. Alpha, c'est l'onde de la création, de la créativité. En fait, c'est quand notre cerveau, il est dans un... Moi, qu'est-ce qui m'a été expliqué? J'adorais toujours cette image, j'aime bien les images. C'est que alpha, pour moi, c'est le chemin entre
tout ce que mon cerveau veut retenir et tout ce qu'il veut lâcher. Pour moi, c'est le flow. Je suis dans je ne contrôle pas toutes mes pensées, c'est un petit peu comme la méditation, mais en même temps, j'ai toute la possibilité de tous les pensées. Les ondes cérébrales sont tous super. Alpha, vous avez compris, j'aime bien. Mais parce que ça ne donne pas de possibilité. Mais delta aussi, elles sont tous bien, elles ont tous une raison d'exister. Le flow, de nos jours, il y a 2 courants dans les neurosciences, en sciences cognitives. Un courant qui dit, OK, on va chercher plus. Il n'y en a pas encore grand-chose à dire. Parce que, vous avez vu, l'esprit scientifique, on a ça. On teste, on reformule. Avant qu'on sorte quelque chose, on va vraiment être au plus sûr de qu'est-ce qu'on a testé. Et on a l'autre courant qui dit, OK, mais je suis concentré hyper focus, parce qu'après on appelle ça la salience du cerveau, c'est la dopamine en dosage, parce qu'il y a des gens qui ont ça, plus ils sont agités, plus ils ont hyper focus, en fait, ils arrivent à être hyper méga concentrés, pas attentifs, concentrés, avec leur pouvoir d'attention. Et ça fait qu'à un moment donné, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il change des ondes. Il se dit, OK, je change d'onde. Pourquoi? Le flow, c'est ça. À niveau, de nouveau, science, comment le cerveau est fait. Ils sont en train de faire de nouvelles recherches, en train d'appuyer là-dedans, parce qu'on sait qu'on a notre cerveau, on a plein de choses encore. Moi, à ce niveau-là, je réponds selon Stéphanie, qu'est-ce que je sais dans ce domaine. Je suis sûre que je vais entendre, parce que maintenant, tu m'as mis ça dans mon cerveau aussi, et je vais encore chercher pour moi, parce que je connais mon fonctionnement. Et ça va permettre d'entendre les autres personnes dire les autres choses. Mais l'attention, la concentration sont assez liées. Ils ont besoin, on a vu la concentration, pour être focus sur quelque chose, a besoin d'attention. Mais il faut savoir que notre cerveau, il a plein des autres ressources. Et ces fonctions qu'il a, comme des fonctions exécutives, qui nous permettent de faire un plan et de nous dire maintenant je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça, au moment où notre cerveau, il sait qu'est-ce qu'il va faire, il peut rentrer en flow. Ça veut dire dans cette limbo où il se dit je contrôle et je me laisse porter parce que je sais aussi qu'est-ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai dit il y a tous ces courants. Il y a encore en plus tout cette flow quand on fait tout ce qui est avec nos mains, avec nos sens. Pourquoi? Parce que la communication qui est faite tout le temps entre notre cerveau et notre corps, notre système nerveux, notre système sympathique, parasympathique, végétatif, paravégétatif, et on peut continuer parce qu'il y en a, et on étudie ça dans notre système neurocentral, en faisant quelque chose avec nos mains, souvent, à la place d'être une autoroute, on met un péage. On dit maintenant, tout arrête ici, l'information va passer différemment. Et on rentre dans un état presque comme la méditation. C'est pour ça qu'on appelle art-thérapie, quand les gens font des coloriages, on rentre. Pourquoi? Parce qu'on permet à notre cerveau et à notre corps que la communication se fasse plus lentement. Dans un sens ou dans un autre. Je réponds à la deuxième question et après, c'est avec plaisir, vous avez vu, je continue, je serai là, voilà. C'est pour ça qu'en même temps, je crois que je ne viens pas trop souvent, c'est comme ça. Il y avait une autre question que je trouvais très, très intéressante et qu'il faut voir que sur les chiffres miroirs et comment savoir quoi faire pour les enfants. Premier, très important, esprit scientifique maintenant, Amina, tu vas penser à ça. Ça va rester. Deuxième, chaque enfant a un rythme différent. Vous avez vu, processus interne, facteurs internes, externes, biologie, famille. On ne peut jamais travailler que sur l'apprentissage comme acte académique, de la connaissance. Juste, c'est important de voir tout le contexte. Dans ma pratique professionnelle, parce que j'accompagne énormément d'enfants et des familles et des écoles avec des troubles de neurodéveloppement, 10 et autres, je sais que c'est un tout. Qu'est-ce que la science nous dit? Elle nous dit que c'est normal, déjà, les enfants fassent des chiffres miroirs dans l'apprentissage de l'écriture, dans l'apprentissage de la lecture au début. Quand ça peut être quelque chose qu'on se dit,
moi, je suis toujours, je fais tout, comment dire, je suis toujours soucieuse de donner une âge, une date, un critère juste. Parce que ça veut dire que à ce moment-là, c'est pas fait, on peut de nouveau réduire les chances de cet enfant de donner le temps et l'espace qu'elle a besoin pour. On dit 7-8 ans. 7-8 ans, 7-8 ans, ça dépend des enfants, mais elle devrait normalement arrêter d'écrire en miroir. C'est aussi une façon que notre cerveau est là, parce que notre cerveau recycle des neurones au début pour la lecture, pour l'écriture. Vous avez des livres de Stanislas Dehaene en français, super sur ces sujets-là. Je vous invite à ceux qui s'intéressent à les regarder. Il avait des vidéos aussi dans ses cours magistraux qu'il fait, quelques-uns sur le thème que lecture, le Collège de France. Maintenant, ça peut être aussi, oui, la dyslexie, oui, ça peut. Ça peut être. Ça peut être aussi des troubles spécifiques d'apprentissage ou autres, oui. Et des fois, ça peut être rien du tout ça, et juste l'enfant à son rythme qui a besoin et que l'apprentissage n'est pas en train d'être adapté à ce qu'elle a besoin. Quelles pratiques on peut faire pour aider les enfants? Déjà, vous avez vu, plus de sens possible. Verbaliser les chiffres, faire avec, neurones miroirs, imitation, imitation, imitation. S'amuser avec les chiffres, c'est une chose qu'en fait, honnêtement, on arrête vite. Hein. On s'amuse jusqu'à l'entrée à l'école primaire et après, d'un coup, il n'y a plus d'amusement avec la mathématique. C'est dommage. Montrer des numéros en plusieurs formes, par exemple. Prendre des éléments naturels pour faire les 4, c'est souvent ceux qui sont plus... et toujours valoriser l'effort. Feedback, effort. Et apprendre à l'enfant, moi j'ai l'habitude de dire que c'est la boîte magique. La boîte magique que je donne à l'enfant, c'est qu'elle met tous ses outils, pour elle c'est important, elle amène la boîte magique, on laisse sac à dos magique avec elle où elle ira tout au long de sa vie. C'est de donner le goût de s'auto-évaluer avec bienveillance. Parce que ça permettra qu'elle, tout au long de sa vie, elle gagne le goût d'apprendre. Elle dit, OK, j'ai un 4 ici. Est-ce que j'ai fait pareil? Non, je vais tester, je vais refaire. Donner cette goût d'auto-bienveillance. Oui, auto-bienveillance et auto-évaluation bienveillante. Et ça, c'est nous, les adultes, qui devraient en premier donner l'exemple et en deuxième, aider l'enfant à faire. Très important aussi, ça permet d'aider, c'est la latéralité. Travailler tout ce qui est des jeux de latéralité, main gauche, main droite. En fait, dans l'école, en règle générale, il y a des enfants qui ne savent pas tout de suite s'ils sont droitiers, gauchers. Voilà. Latéralité, c'est aussi ça. Ça, c'est ma droite, ça, c'est ma gauche. En fait, je me suis trompée, vous avez compris. Voilà, c'est droite, gauche. Et c'est mettre le mouchoir sur la table à droite, à gauche, vraiment travailler cette latéralité. Et si rien de ça marche, chercher les professionnels. Ils sont là pour ça, dans une pratique ensemble. Méditation, ça aide, visualisation guidée, ça aide. J'ai pris plein de notes, plein de choses. Et je parle ça de ma pratique, des pratiques que je fais. Et la dyslexie, c'est neurobiologique. C'est bon pour cette question? Il y avait encore une autre question, c'était sur... oh non, c'était ça. C'était comment faire. Voilà, c'était faire des exercices de motricité fine aussi, ça aide. Motricité fine, c'est quoi? Couper, coller, tout ce qui nous demande plus de détails. Et pour nous, les adultes, on devrait le faire plus souvent. Ça aide notre attention, notre coordination main-œil, et ça aide aussi après pour la concentration. Attention, concentration. Faire des activités motrices qui nous demandent de détails. C'est bon pour la question? Je crois que j'ai tout dit. OK.
Est-ce que vous avez encore des questions sur tout ce qu'on a dit pour qu'après on clôture en fait? De toute façon, il y a la tribu. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez poster sur le groupe. Et si c'est des questions qui regardent Claudia, elle répondra avec plaisir. Elle vous fera un audio de 10-15 minutes Arrête, tu vois, ça c'est pas, avec les c'est pas détails, les bienveillant. références. Ça, C'est tout c'est en pas bien. bienveillance, si. Bah, ça vous plaît, non, j'imagine? Des réponses bien détaillées comme ça. Voilà. Tu vois, c'est en toute bienveillance. Mais tu as raison. En tout cas, j'ai dit depuis le début, je ne cache pas ma passion en fait. Je trouve que je ne cache pas ma passion sur ça. Après, et Ouais, mais c'est que ce qu'ils savent pas, c'est qu'eux, ils ont qu'une heure et demie le soir. Mais il y en a qui ont toute la passion le jour, la journée, puis la passion le soir en plus. c'est vrai, c'est vrai. Et qui aide encore parce que Cyril a raison, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai mis plein de choses théoriques, des théories, Cyril m'a dit, bah, écoute, ça a une heure, quelque chose. Ça. Par contre, je vous passerai les références. J'ai noté, je vous passerai les références et comme ça, vous pourrez voir. Je voulais aussi remercier à ceux qui partagent dans le groupe, dans ces domaines-là, dans la science, dans la neuroscience, qui font que chacun peut se trouver la voie de la science qui vous parle le plus. Et comme vous avez tous un esprit scientifique très, hein, comme ça, très bon, et de plus en plus, il va être de plus en plus, ça vous permettra de continuer à apprendre et explorer autour de vous et de tester qu'est-ce qui marchera pour vous. En tout cas, j'espère que ce format, ça vous plaît. Voilà, que c'est plus qu'une simple conférence. Hein. Ça a donné plein de choses, Claudia, là. C'est presque 2 heures. On pourrait presque le découper en masterclass. Et il faudrait faire un peu plus, mais profitez. Ça restera 15 jours sur YouTube, comme d'habitude. Si vous avez des questions, je le répète, il y a la tribu, on répondra. Et pour ceux qui n'ont vraiment rien à faire le soir et qui s'ennuient, ben on se retrouve demain pour le programme de lecture efficace. Voilà. Bon, eh ben écoutez, c'est bon pour toi, Claudia? Ouais, c'est bon Pour pour moi, vous? c'est bon, pour eux, c'est bon. Eh ben, on se dit donc à... Excusez-moi. On se dit à demain soir pour ceux qui font l'Active Wedding Camp et puis à plus tard sur la tribu, sur le site. Voilà, pour les autres. Allez, très bonne soirée à vous et dormez bien là-dessus. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.